Cette semaine à l'émission, Isabelle Gagnon nous avoue son amour pour l'univers Marvel. Et Simon Lessard se demande à quoi ça sert un super-héros. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode rempli de super-héros. Un super animateur. Ah, t'es fin, Simon. Je suis bien accompagné de mes Robin. Je sais pas comment dire ça. James Langlois, bonjour. C'est vrai que j'ai un petit côté Robin. Hein? Oui, ouais. Vraiment. Je m'attendais à ce que tu arrives en collant et en bobette aujourd'hui à l'émission. Je veux pas voler de punch, mais moi, je préfère Batman, en tout cas. Mais ouais, j'ai failli arriver en costume moulant, là, mais j'ai failli. C'est ça. Ton épouse t'a pas laissé sortir de la maison. C'est ça, je n'ai pas trouvé. Moi, c'est le cas, en tout cas. Je suis déguisé en super-héros aujourd'hui pour l'émission. Ça paraît pas trop, quand même. Non, mais je suis en Superman. C'est juste que Superman, quand il est journaliste. Ben oui. Ouais. Non, c'est bon, ça. Puis t'attends des occasions spéciales. Si jamais j'ai un call là, pendant l'émission, ça se peut que je disparaisse. Vous saurez pourquoi. Simon Lessard, qu'on entend à l'instant, journaliste et super-héros à 16 heures. Oui. Les soirs et week-ends. Exact. C'est qui vos héros préférés, vous, dans la vie? Dans la vie, donc réelle? Ou... Dans la vie réelle ou irréelle. Là. Ça pose une bonne question. On peut avoir des héros réels ou fictifs. Hein? Commençons par la vie réelle. Tiens, on fera... Mais moi, je pense que c'est Louise Brissette. Oh, c'est beau, ça. Ouais. Parce que quand même, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme de la région, de la grande région, en fait, de Bellechasse, Saint-Anselme, qui a adopté une trentaine, quarantaine, je ne me rappelle plus, 39 d'enfants handicapés. Donc, différents handicaps, mais c'est ça. Qui les a adoptés différents moments, pas tous en même temps. Mais... une grande maison où tout ce beau monde-là vit. Oui, là, aujourd'hui, c'est rendu quand même Elle a beaucoup d'aide et tout, là, mais il reste que je trouve que c'est très courageux. Quelque chose d'héroïque. Là. Ah oui, définitivement. Tout à fait. Merci, James. Moi, je dirais dans le fictif. J'aime bien Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Je trouve que c'est une figure de roi, d'homme. Vraiment, il incarne pour moi l'archétype du héros. Est-ce que les héros fictifs sont supérieurs ou inférieurs aux héros réels? Comprenez-vous ma question? Moi, je dirais qu'ils sont inférieurs quand même. Là, c'est mieux d'avoir des vrais héros dans la vie, c'est ça qui... je pense qu'un des rôles du héros, on en parlera peut-être plus tard dans l'émission, mais c'est de développer un sentiment de fierté. Hein? Par exemple, on va préférer dans les héros sportifs ceux qui appartiennent à d'autres nations. Ouais. Donc, c'est plus dur d'avoir un sentiment d'appartenance, je pense, pour un héros fictif. Donc, ça suscite un peu moins l'émulation, le désir d'imiter, parce que, est-ce qu'il est imitable s'il n'est pas de... Superman pas vraiment imitable. Mais parle pour toi, James. Mais tu parlais des sportifs, là, c'est pas vraiment des héros. Hein. Ça pose une autre question. Est-ce que qu'est-ce qu'ils apportent au bien commun? Ouais, j'ai l'impression que le héros doit apporter quelque chose à une communauté, pas juste à faire des exploits pour lui-même. Peut-être Laurent Duvernay-Tardif, là, vu qu'il fait beaucoup de choses pour la communauté. Mais c'est héros plus en tant que médecin qu'en tant que footballeur. Ouais. Est-ce que mousser le patriotisme, ça contribue au bien commun? Oui, on peut dire ça. Mais est-ce que vraiment les sportifs font leur carrière dans le but explicite de mousser le patriotisme? Du quoi, là, le joueur de football? Là? Non, oui, c'est vrai, il y a eu ça récemment, mais je pensais, moi, quand j'étais jeune, c'était Patrick Roy, le gardien de but des Canadiens de Montréal. C'est lui mon héros, je voulais devenir comme lui. Puis ça a même... moi, j'étais plus fédéraliste, disons, quand j'étais jeune, à cause des Canadiens de Montréal, juste à cause du nom. En tant que Québécois ou en tant que joueur de hockey, c'était ton héros? En tant que joueur de hockey, quand j'étais dans la ruelle, là, habillé en gardien de but, j'imaginais être Patrick Roy. Puis, non? Mais j'allais dire, là, l'ancien joueur de hockey là, très populaire, Richard. Là, Maurice Richard. J'avais juste Michel Richard. Maurice Richard. Il y a quand même quelque chose un peu d'un héros à cette époque-là, vraiment. Parce qu'il portait en lui tout le combat des francophones. Puis je pense qu'il y a eu quelque chose de courageux souvent en s'opposant ou en s'affirmant dans ce sport-là. Comme le joueur des Alouettes dont tu parlais un peu plus tôt. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus ou moins de héros maintenant? C'est une espèce en voie d'extinction? Mais j'ai l'impression qu'on a fait de tout le monde un héros. Tu sais, je me souviens dans la pandémie, au début, c'était le personnel infirmier, les médecins, mais après ça, c'est devenu
tous les travailleurs essentiels jusqu'au commis d'épicerie. Tout le monde est un héros maintenant, c'est ça. Oui, on va dire les mamans sont des héros, les papas sont des héros. Donc, on reconnaît, c'est beau, là, on reconnaît l'importance de chacun dans la société, mais à la fin, ça dilue un peu la notion de héros qui est supposé être quelqu'un quand même à part, d'exceptionnel, qui sort du lot. Mais ta mère est exceptionnelle, Simon. Là. Ma mère est exceptionnelle. Tu peux pas dire le contraire à la radio, là, ça n'a pas de bon sens. Ça fait un peu Kinball. Oui, mais faire son devoir, faire ce qu'on doit faire, c'est pas nécessairement héroïque. Je dirais, c'est de faire beaucoup plus que ce qui est attendu qui est héroïque. Mais des fois, ouais. Ah ouais, tu dirais ça? Je pense à... Des fois, faire son devoir, ouais, ça peut être héroïque, faire son devoir. On remarque que chez les politiciens, il y a des politiciens autrefois qui étaient quand même considérés comme des héros. Là, Charles de Gaulle, Churchill. Aujourd'hui, on dirait qu'on n'a plus ces politiciens. On dirait ça de nos chefs d'État aujourd'hui. Il y en a. Zelensky a été considéré comme un héros dans la dernière année. Le président de l'Ukraine, pour s'être opposé à l'envahisseur. Et ça existe encore. C'est souvent dans la tourmente, je pense, où là, la crise révèle les grands hommes, les grandes femmes. Un héros, c'est une forme de sauveur, donc il faut être menacé d'une certaine manière. C'est ça. Des femmes, on parle d'hommes depuis tantôt. Non, tu as parlé de Louise Brissette. Oui, énormément de femmes. En tout cas, dans le judéo-christianisme, les femmes sont très nombreuses. Hein? Mère Teresa, par exemple, toutes Jeanne d'Arc. Pour moi, Jeanne d'Arc, elle incarne le héros parfait. Elle incarne une force, le combat. Elle est une héros nationale, une héros spirituelle, morale. On salue nos auditeurs et collègues français. C'est-à-dire la moitié du staff au Ferbe, à peu près. On est en train de marquer des points là, dans leur cœur en parlant de Jeanne d'Arc, c'est sûr. OK, ça fait un bon tour d'horizon, je pense, pour commencer l'émission. On va poursuivre, évidemment, en parlant de... Êtes-vous plus DC Comics ou Marvel, vous, les héros des bandes dessinées? J'ai dit tantôt que moi, c'était Batman, alors devinez. Ah ouais, t'es plus DC Comics, toi, moi, c'est Simon? des distinctions qui dépassent mes connaissances. Ah, en tout cas, parlant de connaissances, il y en a une qui connaît ça pour vrai. Notre invitée de la semaine, elle poursuit actuellement un doctorat en études anciennes, change les couches de ses enfants et surtout fait des chroniques excellentes à On n'est pas du monde. Ma foi, elle a tout d'une héroïne des comics de Marvel. Accueillons Isabelle Gagnon. Isabelle Gagnon, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Allô! Je suis contente d'être là. On est content de te recevoir aussi. Tu as un secret, Isabelle. Oui, ça fait des années que j'essaie de le cacher de toutes sortes de façons, mais j'aime beaucoup les films de super-héros. Ah ouais. Et en particulier les films Marvel, mais aussi beaucoup les films de DC Comics. Mais c'est pas étonnant parce qu'elle est quand même venue nous parler souvent du Seigneur des Anneaux. C'est vrai. Donc, qui aime le Seigneur des Anneaux, normalement, c'est pas loin que t'es... C'est un peu geek. C'est ça, tu rentres dans le monde des geeks. Ouais, mais tu dis c'est pas étonnant, James, puis il y aurait un préjugé qui pense que ces films-là s'adressent surtout aux hommes. Donc moi, je trouve ça quand même étonnant, non? Tu parles des films de Marvel? Ouais. Okay. Ouais, vu comme ça. C'est vrai que je suis une femme. Mais t'es une femme, mais tu sais, t'es super éduquée, là, tu fais un doctorat en quoi? En littérature? En littérature, oui. C'est pas de la grande poésie, les films de Marvel, là, on s'entend, non? Est-ce que j'ai un préjugé ou c'est juste? C'est pas de la grande poésie. Je sais pas. C'est que, comme un de mes profs au cégep qui était à la fois un grand littéraire et un fan de films de série B, j'ai l'impression qu'il y a quand même un attrait culturel à un phénomène aussi gros et enveloppant que Marvel et DC. Tu sais, ça intrigue les gens, ça les embarque dans une espèce de dévouement, un culte de fans qui est quand même exceptionnel. Puis moi, juste pour ça, je trouvais ça intéressant de suivre ça. J'ai une explication plus simple, c'est que les gens qui font des doctorats, la manée, sont tellement comme... Là, ils ont juste besoin de lâcher lousse un peu. Là. Non, la vraie explication, c'est que l'origine des super-héros, c'est quand même la mythologie. Je sais que tu t'intéresses entre autres aux études anciennes, donc je trouve qu'il y a un lien quand même entre les deux. Ah, c'est ça. Non, mais je pense qu'il n'y a pas juste une explication, tout simplement. Il y a plusieurs on va en aborder, pistes, c'est certain. Tu parlais d'origine, Simon, faisons un peu la genèse de cet univers qui est Marvel. Ça a commencé où? C'était pas des films d'abord, c'était des comics, là, des bandes dessinées. Des bandes dessinées. Donc, le premier super-héros, c'est Superman de DC. Oui. Puis le deuxième, c'est Captain America. Là, on est au début du 20e siècle. Début 1941. Pour Marvel, 39 pour DC. Et évidemment, ils sont en compétition depuis leurs origines, et encore aujourd'hui. Mais disons que Marvel, on dirait qu'ils ont le dessus maintenant. Peut-être moins. Peut-être on verra dans les prochaines années comment ça se décide. D'ailleurs, là, pour les ventes, là, Marvel, c'est 37% des bandes dessinées aujourd'hui, puis DC, 29,6%.
Alors, ils ont clairement le haut du pavé. Là, ça domine là, clairement le marché des bandes dessinées. Puis, ça n'a pas été des super-héros, par contre, tout le long de leur histoire, parce que là, ils ont eu leurs 2 premiers super-héros, mais ensuite, ils ont arrêté pendant vraiment longtemps, pendant genre 20 ans, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les gens ne voulaient plus entendre parler de super-héros. C'était comme si il y avait un désintérêt. Il était tanné du Bing Bang Paf Pouf, peut-être, là. Non? Oui. Non, mais il y a eu des liens à un moment donné qui ont été faits entre la délinquance juvénile puis les bandes dessinées. Puis c'est pour ça que c'est devenu un peu... Moi, je pense plutôt que c'est qu'après une guerre, il y a beaucoup de vrais héros qui surgissent. On sent peut-être moins le besoin d'avoir des héros fictifs. Oui, je pense. Moi, j'avais pensé ça, mais je pense que James, il doit y avoir des pistes là-dedans. Quelque chose, un peu un ravinement de la culture proprement américaine aussi. Mais ils n'ont pas créé après comme une espèce de conseil, comité. Oui, il y a un code, une autorité, comment ça s'appelle? Je l'avais noté, loi, mais c'est un code, c'est une autorité ça. sur les comics aux États-Unis qui Ouais. sert à réglementer le contenu, mais c'était pas, il n'y avait pas d'éléments concrets, fait qu'il n'y avait pas de conséquences négatives si tu ne respectais pas. Puis il a changé, puis rendu dans les années 70-80, c'était pas mal terminé les exigences de ça, mais ça a donné lieu à... après les années 50, là, c'est le retour des super-héros. Là, c'est vraiment les bandes dessinées à plein. Là, on retrouve tous les super-héros qu'on connaît de Marvel, Spider-Man en particulier, qui est en 62, qui est créé, qui est le super-héros qui a fait vraiment monter en popularité Marvel, étant donné qu'il est très... relatable, le terme serait en anglais, mais c'est-à-dire qu'il serait humain, on peut s'identifier à lui. Auquel on peut s'identifier facilement, surtout pour les adolescents et les adultes, qui étaient le public croissant, alors qu'avant les années 50, c'est vraiment des enfants qui regardent les comics. Puis là, ils visent un public plus adulte. Ce public-là, c'est cette masse-là de gens qui sont les baby-boomers, là, qui ont grandi avec ça, qui sont nés justement après la guerre, et là, ils deviennent adolescents dans les années 60-70. C'est une masse de consommateurs de bandes dessinées extraordinaires. James? D'ailleurs, je sais que, je sais pas, Batman, c'était avant quelle année, mais Batman, tu sais, les films, là... c'est 43, je pense. Les films un peu, les émissions un peu théâtrales, là, Bing Paf, là, tu sais, c'était quand même, tu sais, dans les années 60 un peu. Ça a marqué toute une génération, non? Je sais pas s'il y avait d'autres héros qui ont eu des émissions comme celle-là. Les émissions de dessins animés? Non, c'est pas de la même génération que nous. Non, mais James. les Batman, là, tu sais, Oui, Ça devait être un peu plus tard que ça. Ouais, je pense que c'est plus tard. Mais ça fait longtemps que Batman existe. Mais je pense qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur les comics. L'engouement plus majeur se fait vers les années fin 80-90, parce que là, il y a des dessins animés en plus, de Spider-Man en particulier, de Batman, comme plusieurs ont vu, là, très, 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 très populaire. Puis ensuite, c'est les films dans les années 2000, où est-ce que je dirais que là, monsieur, madame, tout le monde, vraiment s'intéresse à ce phénomène-là. C'est là que ça vient rejoindre vraiment tous les regards, et d'où la raison pour laquelle ils ont fait des films qui sont encore parmi les plus lucratifs de toute l'histoire du cinéma. Là. Mais avant 2000, disons, là, c'est vraiment un phénomène plus niche, même si c'est très populaire. Mais même Batman a fait quand même plusieurs films dans les années 90. Là, oui, il y avait plein de films aussi. C'est comme ça. On peut pas nier que c'est un phénomène culturel absolument immense. Là, je veux dire, je peux pas le... Mais il y a eu vraiment un accroissement de cette échelle déjà très grande après les années 2000. Alors, on a un phénomène culturel majeur, là, populaire, au point où il y avait une loi qui encadrait ça aux États-Unis au milieu du siècle. Ça a migré vers le cinéma au début du 21e siècle, là, avec les années 2000. Il y a eu l'achat par Walt Disney de cet univers, de cette entreprise-là, Marvel, à quel moment à peu près? Il me semble que c'est 2009. OK. Donc, oui, c'est ça. Comme James a dit, il y avait des films avant, mais il y a ce qui est créé, c'est Marvel Studios, Marvel Films, puis qui devient Marvel Studios. Puis à la tête de cette partie de Marvel, c'est Kevin Feige, qui a vraiment une espèce de plan de films assez défini pour faire une saga de plusieurs films, avec 3 films par année dans les plans. Il devient un peu comment on dit ça, le chef, le mastermind, j'essaie de trouver le terme. Chef d'orchestre, le cerveau d'un... Il essaie de faire en sorte que ce soit un phénomène culturel incontournable, en fait, que tu peux pas passer une année que personne sache c'est quoi Marvel, que personne sache c'est quoi les comics. Alors que je pense pas que c'était nécessairement le cas. C'était plus un intérêt réservé à une partie de la population, alors que maintenant... Mais le premier film de Marvel, c'était quoi? Puis il est arrivé quand? Le premier film de Marvel de Studios, ce serait Iron Man, là, que là, il y a comme c'est le premier film du renouveau des films Marvel. Donc, qui change de perspective par rapport au premier film qu'on voyait dans les années... Ça, j'ai comme eu des souvenirs de vieux X-Men, là, les premiers films de super-héros. Oui. Ouais. Mais ça, c'était comme officiellement, là, c'est Iron Man. Officiellement,
le plan pour une série de films, des séries de films qui s'entrecroisent, où est-ce qu'il y a des histoires indépendantes, puis aussi des rencontres entre les personnages vers des plus grandes causes. C'est en 2008. Puis moi, la raison pour laquelle je me concentre là-dessus, c'est qu'il y en a ils ont vraiment beaucoup de films, mais que là, ils ont créé un phénomène où est-ce que c'est proche de la mythologie, là, dans le sens qu'on essaie de se rapprocher de quelque chose dans lequel les gens s'investissent, qui ont l'impression que ça les dépasse, que c'est un univers plus grand qu'eux. Quand tu regardes un film de Batman, t'as pas l'impression d'être devant OK, ça c'est un monde qui me dépasse, puis c'est genre il y a donc plus à découvrir sur ce film-là. Non, c'est un film de Batman, c'est bon, c'est circonscrit, Mais là, ils ont voulu créer quelque chose où est-ce que tu peux deviner qu'est-ce qui va se passer. Il y a multiples pistes, puis tu essaies de comprendre la cohérence de l'univers, parce qu'ils ont vraiment essayé de créer... C'est un univers, c'est ça. Alors, on parle de l'univers Marvel, là, c'est parce que c'est vraiment un univers cohérent, avec des liens entre chacun de ces films-là. Chaque film a son autonomie, on peut le dire. Tu peux aller voir un film de Marvel et comprendre l'histoire. Oui. Surtout les premiers, oui. Maintenant, aujourd'hui. De moins en moins, peut-être, mais les premiers. Mais si tu t'intéresses... Bon, par exemple, moi, je connais pas ça beaucoup, là. En fait, pas du tout. Mais si tu t'intéresses beaucoup à ça, tu vas voir les liens qu'il y a entre chacun des Absolument. films. Des forums Reddit, là. Reddit, c'est un réseau social de forums, de discussions. Et il y a des centaines de pages sur toutes les variations, tous les univers Marvel, tel film, tel personnage. Ils sont toujours à l'affût de la prochaine réponse là, qui va sortir. C'est quoi les indices, les clins d'œil à d'autres films de Marvel. À chaque fois qu'il y a un film qui sort, il y a tout le temps quelqu'un qui fait la liste là, de qu'est-ce des analyses. Il y a des analyses incroyables. Ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que ça rappelle un peu l'esprit de la Bible, où dans la Bible aussi, tu as plusieurs œuvres indépendantes qui sont dans un univers cohérent. Ouais, c'est Puis il y a non seulement une trame narrative pour chaque livre, mais il y en a une aussi pour l'ensemble des livres, tous ensemble. Absolument. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de judéo-chrétien dans l'intertextualité. Exactement. Non, mais il y a un style différent dans chaque livre de la Bible. Il y en a des plus poétiques, il y en a des plus historiques. Mais il y a des références bibliques entre les livres. Oui, c'est d'excellentes comparaisons. Je pense que, comme tu dis, la culture judéo-chrétienne influence énormément le contenu de Marvel. De fait, il y a même eu énormément de contenu chrétien dans les bandes dessinées Marvel. Comme quoi? Beaucoup moins dans les films. Ben, il y a le diable, un personnage très important, c'est Mephisto, qui est vraiment comme le diable, mais qui n'est pas le diable. Mais ils peuvent pas toujours dire explicitement. Puis c'est pas des œuvres à orientation théologique ou d'évangélisation. Fait il y a aussi des dieux égyptiens, comme dans Moon Knight, que c'est vraiment les dieux égyptiens qui sont là. Puis Stan Lee lui-même, qui est pas le fondateur, mais qui est arrivé juste après le début de la fondation de Marvel, à 16 ans, comme assistant de bureau. C'est lui qui a vraiment commercialisé les bandes dessinées Marvel, puis qui est décédé ça fait pas si longtemps que ça. Il a toujours été très présent. Puis lui, il disait qu'il voulait pas avancer une religion ou une autre. Il voulait que ce soit comme clair qu'il pouvait avoir des religions, les personnages avaient des religions, mais qu'il n'y a pas de choix établi et présenté par les créateurs. Là. En fait, j'ai l'impression que c'est même des détails qu'ils rajoutent pour les rendre encore plus concrets. Exactement. Ou humains. C'est plus dans ce sens-là. C'est pour les rendre humains ou pour rajouter un peu de flair ou de, comment dire, des aspects excitants et différents. Là, comme dans le cas de la mythologie égyptienne, c'est vraiment pour présenter quelque chose qui est hors du commun, là, pour rajouter un peu d'originalité. On parle on a évoqué Iron Man, Spider-Man. C'est qui les autres héros là, de cet univers-là? Peut-être pour que les gens là, se raccrochent. Là, oui. Ben, la Infinity Saga, qui est probablement celle que les gens connaissent le plus, ça commence en 2008. Infinity ça va Saga, c'est une série de films. Là. Oui, je vois. Oui, c'est ça. Ça commence en 2008 puis ça finit en 2019. Puis c'est 23 films. 23 films. Et là-dedans, il y a Captain America, Iron Man, Thor. Il y a Ant-Man, Spider-Man. Thor, c'est celui avec le gros marteau. Hulk aussi, peut-être. Hulk aussi qui est là-dedans. Et Black Widow. Il y en a énormément. Il y a... là, ça m'échappe, là, mais il y a celui qui tire des flèches. En tout cas, donc, il y a vraiment beaucoup d'héros. C'est souvent ceux-là que les gens connaissent parce qu'ils ont une sorte d'amitié. Là. Fait que là, c'est eux qui forment les Avengers et qui se réunissent pour une grande mission de sauver le monde contre... Là, dans le premier des Avengers, c'est Loki,
qui est le frère de Thor, en plus. Là. Fait que là, c'est tout une histoire de famille. Oui, c'est des histoires de famille, mais c'est des histoires d'amitié, c'est des histoires de conflits. Là, t'as Captain America Civil War qui arrive dans la deuxième partie de cette saga-là, où est-ce que Captain America et Iron Man se sont chicanés. Fait que là, ils sont en conflit eux-mêmes alors que c'est des amis. Fait que tu vois qu'ils ont toujours été capables de récupérer des personnages familiers, mais d'amener ça ailleurs, dans des directions qu'il n'y avait pas nécessairement... qu'il y avait dans les comics. C'était quelque chose qui avait été fait dans les bandes dessinées, mais il y en a tellement des bandes dessinées de Marvel que tu pourrais pas dire que c'est ça qui ressort le plus. Là, je veux dire. Alors que là, ils ont vraiment créé une série de films avec un but spécifique de mettre en valeur, c'est ça, les relations conflictuelles, les relations humaines des super-héros et donc leurs défauts. Et ça a vraiment attiré le regard des gens. Est-ce qu'ils ont tous un défaut, les héros de l'univers Marvel? Est-ce qu'ils ont tous une faille? Là? En tout cas, dans le film The Avengers que j'ai vu récemment, ils semblent tous avoir un petit quelque chose, là, un talon d'Achille. Oui, ben, par exemple, Captain America, qui est comme, on pourrait dire parfait, c'est un homme des années 30. Fait que des fois, il est un peu maladroit par rapport aux codes sociaux modernes. Il est dépassé. Il est dépassé par ce qui se passe. Ce qui le rend un peu plus facile d'approche, mais c'est certainement pas celui qui a plus de défauts. Moi, c'est mon préféré, lui. Oui, ben Iron Man, c'est souvent le préféré des gens et c'est comme le personnage principal de la série parce que c'est un mégalomane, un narcissique. Arrogant, mais extrêmement brillant. Ça va bien avec toi, Simon? Non, mais je voulais dire que Captain America était mon préféré. Parce que oui. Trop qui est chrétien. Ben oui. Tout ça. Mais c'est vrai que Iron Man... il fait penser à Elon Musk aussi un peu. Oui, c'est ça. C'est comme Captain America, il est charmant et sympathique. Mais Iron Man, là, il est comme, c'est ça. C'est comme Elon Musk. Là. Les gens l'admirent, mais le détestent en même temps. Puis ils veulent être lui, mais en même temps... Il est fendant. Puis, mais la manière qu'ils l'ont rendu plus intéressant, c'est dans le deuxième film, il devient beaucoup plus humain. Même, il fait preuve des fois même de miséricorde ou d'amour. Il y a une blonde. Là, il commence à avoir plus de sentiments, puis c'est là qu'il devient un personnage beaucoup plus attachant parce qu'il n'est pas juste mégalomane, finalement. Au fond de lui, il y a un cœur. Puis là, on aime toujours ça. Un gars presque méchant, mais avec un peu de cœur. Toi, c'est qui ton préféré, tes préférés? Moi, j'aime beaucoup Iron Man. J'aime beaucoup Thor parce que je le trouve très drôle. C'est un peu le bimbo. Je le trouve très beau. Il est très beau, mais c'est un peu la bimbo des Avengers. Personnellement, mon préféré de tous les super-héros, c'est Batman. Je trouve qu'il est plus intéressant. Là, il y a le traumatisme de l'enfance. C'est vraiment plus riche. Là. Mais dans Marvel, je trouve que c'est l'effet d'ensemble aussi qui fonctionne très bien. Puis c'est ça, on peut pas enlever l'ensemble à Marvel. Puis je trouve qu'ils ont vraiment compris ça quand ils ont fait cette série de films-là. C'est que c'est tous des super-héros intéressants et corrects, mais ensemble, ils ont comme une dynamique de camaraderie qui rend ça... C'est comme un groupe d'amis duquel tu fais partie. C'est d'ailleurs le thème central et la clé de la résolution du problème dans The Avengers, où c'est leur unité qui fait leur force. Ils peuvent pas le faire seul. Personne ne peut... Qu'est-ce que ça dit de notre époque, selon toi, Isabelle Gagnon, tout cet engouement pour l'univers cinématographique de Marvel? Ça dit plusieurs choses. Je pense que c'est une quête de sens, entre autres, parce que c'est un univers qui est offert de façon cohérente, qui est offert comme un ensemble, mais qui nous dépasse juste un peu. Fait que, quand tu as 3 films par année, il y a quand même quelque chose de plus grand que soi qui est là. On ne peut pas tous les saisir en même temps. Alors qu'en même temps, il y a une cohérence qui est cherchée par les créateurs de cette saga-là. Donc, un peu comme Dieu par rapport à nous, c'est juste que c'est plus petit puis c'est plus facile, peut-être. Et donc, c'est plus sécurisant. Et c'est pas le christianisme, donc il y a moins les tensions conflictuelles et politiques de l'histoire du christianisme, finalement. Là. Mais comme le christianisme, c'est quand même une histoire de sauver le monde. Il y a quelque chose peut-être en nous de... On voudrait participer à une aventure pour sauver l'humanité, non? Oui, contre la corruption morale, réellement. L'Infinity Saga, c'est en particulier contre un méchant qui s'appelle Thanos qui veut éliminer la moitié de la population pour assurer l'équilibre de l'univers parce qu'il dit que les êtres sont en train de détruire l'univers. On n'est pas dans le relativisme pantoute dans cet univers-là. Il y a le bien, il y a le mal, ça existe, c'est tangible, on le voit clairement. Oui, puis la fin ne justifie pas les moyens. Un peu comme, ça fait un peu de Deuxième Guerre mondiale, un peu, là. Pas tant que ça, parce que c'était vraiment moins... C'était vraiment pire, là, dans la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Mais il y a quand même cette idée-là que tu peux poursuivre un faux bien. Tu peux rechercher un faux bien. Et là, c'est un faux bien parce que tu peux pas avoir le bien de l'univers si t'as la moitié de la population qui est éliminée. Fait qu'il y a quand même la valeur de la vie humaine. Chaque vie compte.
il y a ce principe-là qui est là. Puis même aussi une certaine charité envers les méchants parce qu'ils sont comme, tu sais, tu veux pas faire ça, mon gars. Tu sais, pour vrai, pense-y 2 fois avant de faire ça. Parce que. Oui, un peu. Ouais, le but, c'est pas de les anéantir. Exactement. Pense-y 2 fois, sinon il va falloir que je t'élimine. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux pas t'éliminer. Là. Le best, c'est ça. Le best, pardon, excusez-moi, la radio. Donc, je parle comme dans mon salon. Je suis trop à l'aise dans votre nouveau setup. C'est vraiment très beau, très reposant. Mais c'est comme un policier qui essaie de dire à l'autre, là, tu te ranges du côté du bien, sinon je vais être obligé de te sortir mon arme. C'est un peu ça. Exactement. Ouais. C'est un peu... Donc, il y a cet esprit de justice miséricordieuse qui est là. On veut être dans la même équipe. Puis ça aussi, c'est bien que c'est... Mais ce que tu dis, Simon, ça me fait penser, je sais pas si vous avez déjà vu le meme sur Internet de Jésus qui était avec des super-héros, puis il dit « That's how I save the world ». C'est comme ça que j'ai sauvé le monde. C'est comme s'il est en train d'expliquer. Il est au-dessus de tous les autres. Cool. C'est vraiment drôle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu, Isabelle, selon toi, le fait que nos vies sont rendues un peu plates, trop confortables, il n'y a plus d'aventure, il n'y a plus de guerre? Oui, certainement. Il n'y a plus de guerre, ça dépend où on vit sur la planète, évidemment, là, mais en Occident, disons. Puis là, de se faire plonger comme ça dans un univers où... Comme tu dis, c'est assez réaliste qu'on peut imaginer que ce serait aujourd'hui, mais dans un futur proche, en tout cas. Et puis là, ça nous fait rêver une autre vie. Absolument. Je pense aussi que c'est un échappatoire. Parce qu'il y a des conflits dans la vie auxquels on ne veut pas faire face, qui ne sont pas de la même nature. Et les conflits dans les films de super-héros, c'est très évident. C'est blanc et noir. C'est comme, lui, il est gentil, lui, il est méchant. Eux sont de notre bord, eux sont pas de notre bord. Alors que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus nuancé. Souvent, nos ennemis, ils se confondent avec nos amis. On n'est pas d'accord avec un ami sur des questions morales fondamentales parce qu'on n'a pas de morale comme collective autant de la même façon qu'avant. Puis ça, c'est une manière d'avoir une morale très évidente. Très évidente, très attachante. Puis c'est sécurisant, je pense, pour beaucoup de gens. Oui. Isabelle Gagnon, chroniqueuse culturelle à On n'est pas du monde. Merci beaucoup de nous avoir présenté l'univers Marvel, mais on poursuit la discussion sur les super-héros. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Passons des super-héros aux héros antiques avec James Langlois, journaliste pour Le Verbe Média depuis l'Antiquité à peu près. Que tu travailles pas mal, oui. C'est ça. Alors quand on pense aux héros de l'Antiquité, on pense tout de suite aux héros grecs. C'est ce qui nous vient en tête. D'ailleurs, on l'a évoqué un peu plus tôt. Mais il y a un autre secteur, on pourrait dire, de l'Antiquité, qui est l'Antiquité plus du côté hébraïque. L'Antiquité biblique. Biblique. Ouais, la Bible, ça fait partie de l'Antiquité. Tu as déniché pour nous des héros bibliques, James. Oui, je me suis inspiré d'un texte qui a été publié sur le site Aletheia qui proposait 10 super-héros bibliques à faire découvrir aux enfants. Et avant, moi, je vais vous en proposer 2 là, dans ces 10-là qui sont vraiment méconnus dans la Bible. Mais juste avant, j'ai envie de savoir, vous, qui est votre héros biblique favori? Moi, je vais t'en nommer 2. Ouais. Dans le Nouveau et dans l'Ancien, c'est les 2 Joseph, en fait. Donc, évidemment, dans le Nouveau Testament, Saint Joseph. Ce que j'aime, c'est qu'il est tout dédié au service de la famille. Et puis, il est quand même courageux aussi, là, pour éviter que le génocide des enfants qui est produit par Hérode, moi, je trouve ça courageux. Il va jusqu'en Égypte, etc. Mais aussi, il est très humble. Donc ça me touche parce que c'est comme une vertu que j'aimerais un jour avoir. Très effacée. Puis Joseph, dans l'Ancien Testament aussi, lui, il est vraiment persécuté par sa famille. Il suscite la jalousie. Et puis finalement, c'est une belle histoire à l'américaine où c'est lui, finalement, en Égypte, qui devient comme le premier ministre. Et puis au lieu de se venger, finalement, il triomphe par le pardon. Donc je trouve ça vraiment beau. Tu vois, les 2 étaient dans la liste d'Aletheia. Ah, OK. Ouais. Toi, Isabelle? J'ai vraiment envie de dire David. Je trouve que l'épisode... T'es dans la liste aussi. Oui, j'imagine. Hein. Mais l'épisode contre Goliath, c'est tellement... c'est magnifique. Là. On sent, ça nous donne l'espérance un peu. Là. Tu te dis, moi-même, avec ma petite fronde, je peux aller affronter mes grands problèmes. Il y a quelque chose d'un super-héros, là, de vaincre Goliath. Là. Absolument, absolument. Ouais. Sinon, Marie, on parlait des mamans tantôt. Hein? On peut-tu dire, mais je ne suis pas une héroïne au sens typique, mais je pense que quand même, le rôle, la mission qu'elle accepte est assez impressionnante. Antoine. Moi, j'en ai 2. Attends, elle n'était pas dans la liste. Excuse-moi. J'en ai 2. Une femme aussi, d'abord, peut-être Yaël, dans le livre des juges pour les oreilles sensibles. Attention, c'est le contexte de guerre, hein, évidemment. Et Yaël, qui est la femme de Shipuki, a dit à Sisera, un général ennemi,
qui passe par là. Viens, je vais te cacher dans ma tente. Il est comme en fuite, le gars. Tu peux te réfugier là, dans ma tente. Alors, Sisera rentre dans la tente. Il dit, j'ai soif un peu, tu peux me donner de l'eau? Elle dit, ouais, j'ai du lait. Elle donne du lait. Cache-toi sous la couverture. Puis là, pendant qu'il est sous la couverture, elle prend un pic, là, un piquet de tente. Là. Il y a des illustrations magnifiques, là, si vous tapez ça sur Google, où on voit un gros pic en métal. Elle lui accote ça sur la tempe ici, là, pendant qu'il fait dodo. Il est fatigué, c'est la guerre, hein, il se repose. Elle accote le pic sur la tempe comme ça, puis elle donne un bon coup de marteau. La parole, la Bible, hein, ça dit que le piquet est allé se planter dans la terre. C'est une belle anecdote de camping. Wow. Ouais, alors, moi, chaque fois que je fais du camping, je pense à ça. Mais ça fait le pont. Elle n'était pas dans la liste, elle non plus, mais c'est pas grave. Non, il y en avait un deuxième, il me semble. Alors, mais c'est pas grave, là, je garderai ça pour une autre fois. Ouais, vas-y. Ouais, ben c'est parce que là, le temps file. Hein, on est en train de faire ta chronique. Ouais, c'est ça. Mais tu fais lien parce que tu as sorti, Yael, du livre des juges. Justement, le livre des juges. Ça brasse là-dedans. Ça brasse, c'est un contexte avant la monarchie, le roi Samuel, David. Puis, donc, on est, justement, les juges, c'est pas des juges des cours, là, c'est des juges qui sont comme des personnalités publiques qui viennent défendre le peuple d'Israël. Puis donc, des leaders. On va dire ça. Aujourd'hui, on dirait ça. Donc, il y en a deux juges qui sont un peu méconnus dans la Bible. Il y a Gédéon, qu'on peut associer, qui est pas, justement, qui est un super-héros, mais qui se mesure pas, justement, à la force, tant à la taille de son corps ou à sa force musculaire, mais qui a un niveau de ruse et d'intelligence parce que c'est un paysan qui est pauvre, qui est timide, mais qui, aux yeux de Dieu, qui est un brave guerrier. Et puis Gédéon, de la tribu de Manassé, il va lutter contre les Madianites, donc il va les rejeter au cours d'une première campagne, là, hors de la terre d'Israël, puis c'est donc un guerrier très fort. Et puis un second qui est un peu plus connu, mais c'est Samson. Samson, hein, vous savez, la force était dans ses cheveux. Exact. Oui, lui, il avait une espèce de super pouvoir quand même. Là, qui était, Dieu a demandé à sa mère de lui consacrer à sa naissance. Puis justement, Samson, il y a une histoire un peu plus complexe parce que finalement, c'est un orgueilleux, il se repentit, mais bref, il a quand même lutté fortement là, pour le peuple d'Israël. Mais lui, on peut vraiment l'imaginer comme un homme très fort, justement, à cause de sa chevelure. En même temps, c'est beau parce qu'il triomphe grâce à sa faiblesse, parce que c'est en devenant aveugle que finalement, il va repousser les poutres du temple, ce qui va écraser tous les ennemis. Oui, donc il y a quelque chose de justement qui annonce déjà le Nouveau Testament, là, dans Saint Paul qui dit « Ma force est dans ma faiblesse ». Puis, mais voilà, si vous voulez aller en savoir plus, là, mais tous les juges, je pense que ça pourrait être des super-héros. Il y a Moïse aussi. Moi, ce que j'aime de Moïse, je vais le dire. Hein, vas-y. Je vais le prendre. C'était ton deuxième. C'était mon deuxième super-héros. Moïse, c'est que, oui, il y a une faiblesse. Là, il est bègue, il a de la misère à s'exprimer. Et fait qu'il y a une faille. Ça me rejoint beaucoup. Des fois, je m'en fâche, moi aussi. Mais non, ce qui est touchant aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'il libère tout un peuple de l'esclavage. Il y a son bâton. C'est un magicien un peu. Il rouvre la mer. Hey, son bâton, là, ça l'aide pour vrai. Puis Dieu lui dit, tiens, garde-le avec toi, ton bâton, il va t'aider dans ta mission. Ça fait très super-héros, ça, je m'excuse. Monter sur la montagne aussi, pendant 40 jours, jeûner. Il était dans la liste, lui. Ah ouais. Merci beaucoup, James. Je t'en prie. Simon Lessard, bonjour. Bonjour Antoine. Alors, fidèle à tes habitudes, tu as voulu répondre à deux grandes questions philosophiques. Qu'est-ce que c'est puis à quoi ça sert? Hein? Exactement. Alors, un héros, un super-héros, une héroïne, qu'est-ce que c'est d'abord? Qu'est-ce que c'est? On pourrait dire, dans le fond, pour faire une définition simple, qu'un héros, c'est quelqu'un soit d'historique ou de fictif, mais qu'on va louer, qu'on va chanter pour ses exploits. Ça, c'est comme, disons, une des définitions les plus simples. Puis ça révèle, je dirais, dans le cœur de tout homme, son besoin d'admirer des modèles, mais aussi de se dépasser. Hein? Parce qu'un héros a quand même, on y reviendra, mais a pour fonction de nous amener à aller au-delà de nous-mêmes. Il y a quelque chose en nous, là, puis on retrouve des héros dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés. Il y a quelque chose comme inscrit en nous, quelque chose comme un besoin de transcendance, de dépassement. Exactement. Et d'ailleurs, le mot héros là, vient du grec, Eros, mais pas avec un H, là, pas Eros, amour-désir, là, mais Héros. Bien aspiré. Chez Homère, voulait dire un chef de guerre, vraiment, là, chez le poète grec Homère, un chef de guerre. Par contre, chez Hésiode, duquel nous vient la théogonie, donc plus la mythologie, je regarde Isabelle pour qu'elle me confirme que je me trompe pas. Lui, ça voulait dire... tu regardes la seule qui comprend. Ouais, c'est ça. Ça voulait dire pour Hésiode un demi-dieu.
Et donc, c'est intéressant parce que si on combine les deux, on peut dire qu'un héros, c'est une personne qui se distingue d'une manière surhumaine, donc de demi-dieu, et surtout dans une forme de combat. Donc, les premiers héros qu'on connaît, d'ailleurs, ce sont souvent des héros militaires. Et puis, la principale caractéristique du héros, c'est souvent sa force, son courage. C'est quoi les premières traces qu'on a là, dans l'humanité, là, et à partir de l'Antiquité, j'imagine, là, dans les traces écrites? De tout temps. Depuis quel homme est Non, mais la question est bonne. En fait, dès qu'on a l'apparition de l'écriture, on a l'apparition des héros. Évidemment, nous, on pense aux héros grecs, Achille, Ulysse ou encore Hercule, par exemple. Mais le premier connu, c'est Gilgamesh. Dans l'épopée de Gilgamesh, un roi mésopotamien, donc dans l'Irak d'aujourd'hui, constitué en 2500 avant notre ère. On n'est pas absolument certain qu'il a existé pour vrai, mais c'est tout à fait possible. Et la légende dit qu'il était fils d'une déesse, donc l'idée un peu de demi-dieu ici, et puis qu'il était d'abord tyrannique et orgueilleux. Et à travers ses combats, ses luttes, entre autres, contre des créatures imaginaire ou légendaire, eh bien, il a acquis une certaine sagesse. Parce qu'avant, il voulait être comme un dieu immortel, et puis il a fini par accepter sa condition humaine. Et voilà le premier héros connu. C'est sûr qu'il n'a pas existé, Simon, voyons, le fils d'une déesse. Oui, en tout cas, est-ce qu'il y a un certain roi mésopotamien qui portait le nom de Gilgamesh? Ça, ce serait possible. C'est possible. Mais c'est quand même une histoire fascinante. J'ai eu la chance de le lire. C'est vraiment étrange. Il y en a qui interprètent ça comme un passage à la civilisation aussi, parce qu'il est beaucoup plus tyrannique, mais aussi sauvage. C'est comme, il se nettoie pas, il se prend pas soin de lui, puis il devient comme l'homme civilisé après. C'est très intéressant, une très bonne lecture. Mais toi, fils d'une déesse, c'est très important. Hein? Je le disais, demi-dieu. Vraiment, les héros, ils ont vraiment cette dimension plus qu'humaine. Donc, ils sont là, ils ont une qualité exceptionnelle, au-delà de l'ordinaire, qui appelle en nous le désir d'être comme des dieux. Donc, un appel au surnaturel, un appel peut-être à devenir participant de la nature divine, diraient les chrétiens. Donc, au dépassement. Les héroïnes, ça apparaît quand? Ça, le terme, par exemple? C'est l'opiacé, Antoine. Oui. Le terme héroïne, c'est vraiment un mot français, donc ça apparaît seulement autour de 1540 pour désigner des femmes héros, et on met l'emphase surtout sur une force d'âme, une force morale. Peut-être parce que les femmes sont un peu moins fortes physiquement, mais par contre, de tout temps, il y a eu des héroïnes. Il y a eu des héroïnes, et particulièrement dans le monde judéo-chrétien. Donc, on en a nommé aujourd'hui dans l'émission. On peut penser à Esther, Judith ou Ruth dans l'Ancien Testament, Marie, Élisabeth dans le Nouveau, ou encore les premières grandes femmes martyrs comme Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, etc. Je ne dirais pas tout le canon romain. Jusqu'à Jeanne d'Arc, une héroïne exceptionnelle. Félicité Perpétue qui affronte courageusement leur bourreau. D'ailleurs, certains spécialistes disent qu'à la Renaissance, les héroïnes ont diminué, justement parce qu'on est revenu à un idéal plutôt gréco-romaine que judéo-chrétien, et que la pensée gréco-romaine mettait un peu moins de l'avant les femmes comme héros. Simon, les héros, est-ce qu'ils sont toujours un modèle moral? Parce que, tu sais, on voit des vilains des fois, où c'est-tu vraiment un héros d'être pas fin? Est-ce que ça va nécessairement avec l'étiquette? Je pense que oui. Aujourd'hui, on se plaît à parler d'anti-héros, etc. Mais je pense qu'à la base, un héros, c'est vraiment un modèle moral, comme tu dis, Antoine. Quelqu'un qui, dans sa volonté, elle est droite, elle est juste. Il défend une cause sociale. Il n'est pas centré sur lui-même. Donc, il y a une dimension altruiste, charitable en lui. Ça peut être sauver l'humanité, libérer un peuple, tuer une bête sauvage ou un démon ou un monstre qui attaque le village, etc. Mais il doit y avoir cette dimension-là vraiment de moralité, parce qu'un de ses rôles vraiment, et c'est important entre autres dans l'éducation des enfants, des adolescents, c'est de contribuer au développement moral de tous, et particulièrement des enfants. Oui, vraiment, je pense que c'est important. Donc, ça me permet de faire le pont peut-être avec un autre élément que tu as abordé un petit peu, c'est quand il y a un héros, il y a nécessairement quelqu'un qui raconte l'histoire. C'était le début de ta définition disait ça, d'ailleurs. Le héros est associé à un héros AUT qui chante les louanges, les exploits du héros, et on ne va pas chanter les louanges d'un pas fin, d'un vilain. Ça aussi, c'est indissociable, le fait d'avoir toujours un héros et un journaliste, ou je ne sais pas trop, quelqu'un qui raconte ce qui s'est passé. On devient un héros pas simplement en faisant des exploits, mais lorsque nos exploits sont racontés, et racontés à un groupe. Donc vraiment, le discours ou la parole crée le héros.
Le héros a une dimension publique. Tu peux dire ma mère ou mon frère, c'est mon héros, mon épouse, c'est mon héroïne, mais c'est vraiment à partir du moment que c'est public pour une communauté qu'on porte vraiment le titre de héros. Donc oui, Homère, le poète grec, a fait de Achille et Ulysse en écrivant son œuvre des héros. On pourrait dire la même chose pour les chrétiens en écrivant des hagiographies, c'est-à-dire des vies de saints. On fait de ces gens qui étaient certes déjà des saints, mais vraiment des héros pour l'ensemble du peuple chrétien, donc des modèles pour tous. Et on entre, Antoine, ici dans la dimension vraiment sociale du héros, c'est-à-dire que non seulement c'est un modèle moral, mais c'est une figure sociale. Donc il révèle les valeurs fondamentales du groupe qui le loue. Et aussi, je dirais, il rassemble et crée l'unité d'un groupe. C'est pas pour rien qu'on a beaucoup de héros nationaux ou politiques. On peut penser à Charles de Gaulle pour les Français. Il y a eu Dollard des Ormeaux dans l'histoire du Québec aussi. Ouais, exactement. On a parlé de Maurice Richard un peu plus tôt dans l'émission aujourd'hui. Donc, le héros crée une identité. Ça peut être une identité nationale dans le cas d'un pays ou ça peut être une identité pour tous les sportifs d'un certain sport, tous les artistes d'un certain art. Oui, mais Simon, d'ailleurs, là, les récits là, de héros, là, souvent, s'il n'y a pas quelque chose d'un peu enflé, là, justement pour les valoriser, les mettre de l'avant puis les faire aimer. Il y a comme une enflure collective. Une sorte d'exagération. Oui, on pourrait dire. C'est possible. Moi, ce qui retient plus mon attention, c'est que le mot propre pour appeler le récit d'un héros, c'est une épopée. Et le mot épopée est fait de deux mots grecs qui veulent dire parole et action ou faire. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que le héros, c'est principalement celui qui parle par ses gestes, par ses actions. Et ça nous amène à une différence avec les dieux. Les dieux, eux, souvent, ils agissent par leurs paroles, et alors que les héros, eux, ils parlent par leurs actions. Et ça nous fait penser, évidemment, aussi, dans l'univers chrétien, les saints, c'est aussi davantage par leurs actions qu'ils communiquent vraiment, qu'ils évangélisent, qu'ils parlent au peuple. Simon, tu disais, là, pour qu'un héros soit reconnu comme tel, ça prend quelqu'un qui raconte ses exploits. C'est comme si moi, je sauvais mon voisin d'un incendie, mais s'il n'y a pas de témoin, je veux dire, cet exploit-là n'existe pas dans le public, dans le réel. Ou demeure privée. Ça prend... Et là, maintenant, on a tous nos téléphones, on va filmer un héros ordinaire là, qui sauve une madame dans un stationnement d'épicerie. Non, mais tout le monde devient un peu un héros. Des gens qui se filment eux-mêmes en train de donner de la nourriture ou de l'argent à des pauvres, de façon à faire de l'argent en ayant des gens qui voient leurs vidéos. Moi, j'ai déjà fait ça. Non, c'est ça. Ça me donne la chair de poule de voir des gens se mettre dans une telle situation d'apanage. Tout le monde devient un héros, mais je dirais qu'on devient vraiment un héros, pas simplement le jour où quelqu'un a raconté ou filmé un exploit, mais quand vraiment ça devient une légende, c'est-à-dire qu'il y a une transmission de la figure sur plusieurs générations. Donc là, vraiment, on peut dire que tu es devenu un héros parce que tu as forgé, comme je disais tout à l'heure, l'identité d'une communauté. Il y en a eu, les 2 derniers siècles, mettons, ont été des siècles où le sentiment national a été assez fort, où c'est forgé même dans plusieurs pays d'Occident. As-tu des exemples de héros nationaux là, qui ont pu émerger dans des contextes de crise, par exemple? Dans des contextes de crise, en fait, la Deuxième Guerre mondiale, contre le nazisme, on peut penser à Sophie Scholl en Allemagne et tout son mouvement de la rose blanche, je crois. Et puis Maximilien Kolbe aussi, dans les camps de concentration nazis, qui a donné sa vie en sacrifice pour sauver un père de famille. J'ai mentionné Charles de Gaulle et tous ceux qui ont contribué concrètement à la résistance du point de vue militaire. Je pense aussi tous les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Je pense que nous, on l'oublie peut-être, mais quand on est américain, ce sont des gens présentés souvent comme des héros parce que ce sont les pères de la nation. Et puis en plus, la nation, on sait, c'est forgé à travers une guerre d'indépendance. Oui, absolument. Eux, c'est leur libération là, qu'ils ont faite grâce à ces hommes-là. Exactement. Et puis, même qu'on soit d'accord ou pas, dans le monde communiste, ils ont leurs héros aussi. Pensez à Cuba, Fidel Castro et Che Guevara. Il y a un mythe qui s'est construit autour de ces figures-là. C'est assez facile à analyser. Là. On le voit bien, comment c'est presque des demi-dieux même dans certains
et bon, un peu l'exagération que disait James tout à l'heure. Et aujourd'hui, justement, on fait une critique historique souvent de ces héros-là parce qu'on découvre que Che Guevara aurait peut-être tué des enfants, on découvre que, on creuse leur vie personnelle et leurs actions et on découvre que tout n'est pas parfait. Encore là, justement, le héros n'est pas un dieu. Il n'est pas parfait. Le célèbre talon d'Achille en est l'exemple, où la mère d'Achille a trempé dans le fleuve des enfers, le Styx, son enfant en espérant qu'il devienne invulnérable, mais son talon est resté sa faiblesse. Le héros, comme on le dit plus tôt dans l'émission aujourd'hui, comme les héros Marvel, ont des faiblesses, c'est leur côté humain qui demeure. Ici, au Québec, au Canada, là, nos saints fondateurs, ils ont des dimension très héroïque, là. Je veux dire, les saints martyrs, d'ailleurs, ont toujours été enseignés autrefois comme étant les grands héros nationaux. Puis, quand on pense à Marie de l'Incarnation, qui est venue ici en bateau, François de Laval aussi, qui ont vécu sur le bord du fleuve, presque qui a réussi à survivre, point. C'est quand même impressionnant avec l'hiver. Moi, je trouve que c'est top l'hiver, alors qu'on a tout le confort de notre vie moderne. Une chose très importante, c'est que le héros nous suggère une vision du monde ou de l'histoire aussi. Il nous dit que chaque individu peut avoir un impact sur le cours des événements de l'histoire et que c'est à travers nos choix, nos actions libres, personnelles, qu'on peut changer le monde. Et ça, c'est contre une certaine vision de l'histoire comme le courant, la force. Un déterminisme historique, c'est ça. Peu importe ce que je fais, ça s'en allait dans cette direction-là. Non, le héros, une personne unique, libre, change le cours de l'histoire. Et donc, ça nous appelle à notre propre responsabilité. Qu'est-ce que je fais pour le bien commun? Qu'est-ce que je fais pour l'ensemble de l'humanité? C'est pas une responsabilité puis une liberté centrée vers l'individu, mais tournée vers le bien commun, comme tu l'as bien expliqué, James. Mais d'ailleurs, Isabelle, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi, j'ai une prof de littérature au cégep qui me faisait remarquer que au Québec, la littérature moderne, mais à partir du 20e siècle, est une littérature sans héros. Oui, certainement. Je ne sais pas si c'est assez particulier pour un peuple, là, mais je pense que ça dit peut-être quelque chose. Je pense que ça dit quelque chose aussi de l'après-guerre. Avec même la Première Guerre mondiale, il y a comme un effondrement des grands idéaux, et ainsi une littérature beaucoup plus cynique, malgré tout. Une observation de la petitesse, un bon exemple, c'est Annie Ernaux qui fait la littérature comme... c'est direct, là, si on pourrait dire. Là, je ne me rappelle pas. C'est quoi le terme qu'elle utilise? Elle a un terme particulier. Là. Mais c'est une forme de narration qui dit juste le vrai, qui fait juste pas donner de filtre, pas donner d'amplification. Puis il y a beaucoup de ça. Puis même plus tard, avec des Michel Houellebecq, beaucoup plus vraiment cynique, là, des regards critiques sur la société dans laquelle on vit. Puis c'est comme s'il faut être conscient des défauts de notre société en tout temps. Puis pas de faire à croire un peu. Là. Le héros crée des valeurs communes, mais il en a besoin de valeurs communes pour avoir des héros. Donc, un monde relativiste qui dit qu'il n'y a pas vraiment de bien et de mal, un monde pluraliste où plein de cultures vivent ensemble, c'est beaucoup plus difficile de s'entendre sur qui est ou n'est pas un héros. Pensez à deux peuples en guerre qui s'affrontent, nécessairement, ils n'auront pas le même héros de part et de l'autre. Le même récit, Au moins, des films de super-héros, ça donne l'illusion que ça serait bon qu'il existe un monde comme ça. Encore là, les plus récents films Marvel, c'est de plus en plus difficile de s'entendre sur c'est quoi la valeur qui rassemble tout le peuple américain aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes. Simon Lessard, il y a une grande question qu'il faut aborder absolument. Jésus. Jésus-Christ, je pense que c'est le super-héros par excellence. Ah oui? Il accomplit, je dirais, tous les traits du héros et même il les purifie, il les élève. Comme quoi? Par exemple, c'est aussi un chef de guerre, mais davantage au sens d'un combat spirituel. Il est vrai Dieu et vrai homme, donc cet aspect de plus qu'humain. Démiurge un peu. Oui, exactement. Il dépasse la nature humaine par la divinisation. À la différence, par contre, des autres héros, comme comme il est Dieu, il n'a pas de talon d'Achille, si on veut. Il est un modèle moral absolu, il est la figure sociale centrale du christianisme, il est son fondateur, il rassemble les gens autour de lui. Ce sont ses actions aussi qui ont changé le monde. Il n'a pas écrit de livre, c'est vraiment ses gestes qui ont eu un impact. Il a offert sa vie en sacrifice pour la plus noble des causes, pour le plus grand des biens communs, qui est la réconciliation, la paix entre Dieu et l'humanité et la béatitude des hommes. Puis le récit de sa vie a été transmis aussi, d'abord par des paroles orales, par les apôtres, puis mis par écrit par les évangélistes. Et c'est cette transmission qui a fait de Jésus-Christ vraiment le héros par excellence, le héros des chrétiens. Et puis en quoi ça peut avoir un impact sur notre vie? Parce que, tu sais, le danger avec les héros, c'est toujours que ça soit
détaché ou loin, ou tellement fort, tellement beau, tellement bon. On peut regarder le Christ comme ça aussi, que ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis dans ma vie ordinaire. On parlait au Québec, hein, puis même en Occident, on est comme, on se rabat sur le quotidien, sur notre petite routine, puis ça peut paraître tellement loin de nous, tellement décalé. Comment on peut rejoindre tout ça, Simon? C'est là que les saints, dans la tradition chrétienne, sont peut-être intéressants. Les moyens termes intéressants. Ouais, parce que c'est sûr que imiter Jésus-Christ, c'est très important. Mais comme je disais tout à l'heure, comme il n'y a pas de faiblesse, des fois, on peut dire « je ne suis pas tout à fait comme lui, moi. En tout cas, je n'ai pas la nature divine. » Alors là, l'histoire des saints nous permet davantage de nous identifier et de les imiter. Mais surtout, ce que le christianisme est venu apporter à la notion de héros, c'est l'idée qu'on est tous appelés à être héros. Donc, ça paraît un peu quétaine, dit comme ça. En effet. Mais que, dans le fond, il y a tous une version de nous-mêmes qu'il faut chercher à atteindre, une version héroïque de nous-mêmes. Et le christianisme est venu dire que les héros, c'est pas simplement des gens à admirer, mais vraiment à imiter. Et donc, chaque vie humaine est une vie où on doit essayer de se dépasser pour devenir le héros de sa propre histoire. Puis encore là, des fois, il y a des saints d'autres périodes de l'histoire. Tu te dis, mon Dieu, ils sont tellement... Oui, et c'est pour ça qu'il y a toujours aussi des nouveaux saints. Encore là, plus il y a de similarités, plus c'est facile de s'identifier. Donc, un saint du 20e siècle, ça va être plus facile. Souvent, un saint qui a le même état de vie que nous, qui était papa, maman, qui faisait le même métier, etc., ou qui vivait dans le même pays. Donc, de là, l'importance d'une grande diversité de saints et d'avoir toujours des nouveaux saints. Là, je parle des saints, mais on pourrait dire la même chose de héros dans d'autres domaines, que ce soit politique ou artistique ou sportif. Isabelle? Penses-tu que ça pourrait même venir des saints, l'idée que tout le monde peut être un héros, dans le sens que l'espèce de héros ordinaire, là, on pourrait dire, là, parce que même parmi les saints, on sait qu'il y a des saints qui sont cachés, qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a une humilité tellement profonde qu'ils n'ont même pas été connus, par exemple. Ou des choses comme ça. Fait que là, on a comme l'idée qu'il y a des saints qui sont toujours cachés, des bonnes personnes, modèles, qui sont peut-être à découvrir. Il y a un héros en chacun de nous. Le pape François dit, il parle des saints de la vie ordinaire. Exact. Le saint de la porte d'à côté. La porte d'à côté. C'est intéressant aussi de voir que dans les causes de canonisation, on parle de vertus héroïques. Oui, mais tu parles de saint de la vie ordinaire en citant le pape François, James, mais je dirais, pour être vraiment saint ou héros, il faut que dans ta vie ordinaire, il y ait des actes quand même extraordinaires. C'est sûr. C'est quoi d'une vertu héroïque? Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une vertu, qui très au-delà de la majorité des autres, de la population. Donc, c'est vraiment quelque chose qui brille davantage, qui ressort du lot. C'est surnaturel, dans le fond. Aussi, c'est un don de Dieu. Voilà une autre différence qu'a apporté le christianisme, c'est-à-dire que ce que fait le héros, il ne le fait pas simplement par ses propres forces, par son mérite. Surtout, c'est quelqu'un qui laisse Dieu, qui laisse les dons de Dieu agir en lui. Donc, il est davantage dans une posture d'humilité que de pouvoir et de gloire. La gloire, elle est davantage reçue que conquise par le héros chrétien. Simon Lessard, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Antoine. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est déjà presque terminé pour cette émission héroïque. Sur les héros, vraiment, c'était fascinant. Mais avant de se laisser, quelques suggestions culturelles. Commençons avec imaginez-vous James. Une sœur religieuse, super-héros. On en connaît plein. Ça existe parce que Antarctic Press aux États-Unis en 1993 ont sorti une bande dessinée, c'est Warrior Nuns à Auréala. Puis ça a été mis en série. Ça inspirait une série sur Netflix là, en 2020-2022, Warrior Nuns. Donc, c'est comme un ordre de sœurs, de religieuses qui combattent le démon. Puis je suis tombé là-dessus, ça a passé un peu inaperçu, mais c'est 2 saisons. Là. Moi, je trouve que ça montre... Évidemment, il y a tout un contexte, c'est un peu fantaisiste, mais ça montre vraiment l'Église catholique et les religieuses comme une force de bien dans le monde. Ça, c'est tout un mérite déjà en partant. Tu l'as vu, toi, Simon, je pense aussi? Non, moi, c'est une autre série que j'ai vue, dont j'oublie le nom en ce moment, malheureusement. Excuse-moi, je pense... On la mettra en lien dans les commentaires. On oublie ça, c'est bon. Merci, James. Isabelle. Moi, quand j'ai découvert qu'Antoine ne connaissait pas beaucoup Marvel, je me suis dit, je vais suggérer mon top 3 des films Marvel. Puis, donc, certainement Captain America, le premier. Spider-Man, Far From Home.
Puis Avengers, qui est comme le premier grand film où ils se rencontrent tous, là, ça vaut quand même la peine. Il y en a plein d'autres bons, là, mais un top 3, là, si ça vous tente de voir un bon film. Là. Tout ça est disponible sur toutes les plateformes où on peut acheter et louer des films, mais aussi sur et surtout sur Disney+, ceux qui l'ont déjà à cause de leurs enfants pour regarder plein d'émissions. Merci Isabelle. La série m'est revenue, Antoine, c'est Miss Davis. Okay. Mais Miss Davis, c'est pas la sœur. La sœur s'appelle Simone et elle lutte. C'est une sœur catholique qui lutte contre l'intelligence artificielle qui s'appelle Miss Davis. Donc, je pense que c'est une série extraordinaire pour toi, Antoine. Et donc, c'est plein d'humour absurde, cette série. C'est pas nécessairement catholique, mais il y a une dimension religieuse très forte et technologique aussi. Et tu avais d'autres choses aussi à nous suggérer aujourd'hui? Oui, dans l'idée des saints, des héros, les saints qui sont des héros, au Moyen-Âge, il y a un livre très, très important dans l'histoire qui est La légende dorée de Jacques de Voragine, qui a fait de tous les saints des héros. Et on sait entre autres que c'est en lisant ce livre que Saint Ignace a décidé de délaisser sa carrière de chevalier pour fonder un ordre religieux. Donc, c'est encore un livre intéressant à lire aussi. On est dans la légende. Ça ne veut pas dire ici que c'est faux historiquement, mais ça veut dire vraiment que c'est ce qui doit être lu. Donc, c'est si excellent qu'il faut absolument le lire. Fred Pellerin, il dit l'important, c'est pas que c'est vrai ou pas, c'est que tu y crois. Ouais, je sais pas. Sinon, la vérité, il y a une vérité autre que la vérité historique. C'est ça qu'on peut retenir de ça. Il y a des éléments qui sont un peu enflés ou exagérés dans ces histoires-là. C'est possible. Jacques de Voragine cherchait, avec les outils de son époque, à être fidèle à l'histoire. En s'appuyant sur des sources. Bon, aujourd'hui, évidemment, la critique historique est un peu plus nuancée sur certains exploits de saints, mais il y en a des miracles. Mais comme tu le dis, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut le lire. C'est absolument édifiant. Ouais. Exactement. Merci beaucoup, Simon. Merci, Isabelle et James, pour cette émission passionnante. Et je remercie aussi Marie Laliberté et Marianne Martin qui étaient à la technique aujourd'hui pour mettre en onde cette émission et en onde sur le web. On peut retrouver ça sur Facebook, YouTube. On peut partager abondamment et n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre infolettre. Tout ça est sur leverbe.com. C'était Antoine Malenfant et je vous dis qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.